Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Aurora. Dirigé par Michel Bernard. Complexité, incertitude et nouvelles humanités. Dans un monde incertain, qui accouche difficilement de plus d'humanité et selon certains de moins en moins. Dans un monde où les périls sont bien plus étudiés que les possibilités. Dans un monde qui fourmille d'expériences originales, qui produit tant de lueurs d'espoir, il convient de valoriser des chercheurs, des praticiens-chercheurs, des praticiens, nouveaux aventuriers des temps actuels et à venir. Cette collection accueille des auteurs qui essaient, explorent, s'autorisent, pensent autrement, agissent. Ils viennent du monde entier et dans un premier temps, outre de l'Europe, de l'Amérique latine et de l'Afrique. Des ouvrages le plus accessibles possible qui allient exigence, esprit de recherche, nouveaux horizons, nouvelles pensées, nouveau agir. Le thème de l'éducation sera toujours sous-jacent, car selon beaucoup de voix du XXe siècle, comme celle de George Friedman, l'éducation véritable, son succès ou son échec, commande le devenir de l'humanité. Ce thème, dans sa conception spécifique par rapport à l'enseignement et à la formation, sera toujours contextualisé et ouvert sur l'histoire de l'humanité. Dernière parution. Sylvie Carsanti, Belles histoires. Éducation et solidarité dans des projets collectifs, 2021. Michel Bernard, Quelle université pour le XXIe siècle, 2021. Eduardo Almeida Acosta et Natalia Gomez Gomez, Dire, Développement humain et courage communautaire, 2020. Dominique Thierry, Dire, Ces bénévoles constructeurs de démocratie contributive, 2020. Préface. Il y a des enseignants investis, inventifs, innovants, engagés. Il faut le dire haut et fort, les valoriser et assurer la diffusion des témoignages de leur engagement. Il y a des enseignants compétents, sérieux, courageux, responsables. Sont-ils reconnus? Il y a des enseignants oubliés, ignorés, et il faut dénoncer cette invisibilité. Et les autres, qui sont-ils? Les propos dominants étouffent les consciences. La crise sanitaire et notamment le premier confinement ont permis, sinon un dénombrement tout au moins, d'allumer des projecteurs sur tous ceux qui ont compris qu'il fallait sauver l'élève comme d'autres devaient sauver le soldat Ryan. Cela s'est fait malgré tout tardivement, laissant doutes et critiques s'installer. Une fois le temps de sidération passé, ces enseignants ont pris conscience de l'obligation liée à leur métier et se sont engagés dans la bataille à la fois du sens, des valeurs de l'école et de l'expertise pédagogique, au mépris des propos qui venaient de tous horizons. Ces derniers appelaient à la protection, à s'agripper à l'école d'avant comme à une bouée, à profiter du chaos pour organiser le chaos de l'école, vision de grand soir. Le 13 mars 2021, l'école française a fait silence. Rien n'était véritablement dit sur le devenir des élèves, mais tout était vociféré sur ce qui n'avait pas été anticipé, et sur ce qui devait être mis en œuvre pour très vite revenir à l'école des années passées, finalement celle que nous connaissions le mieux et qui, bien que de multiples fois critiquée, réformée, contestée, est celle qui rassure. Les forces dominantes sinon dominatrices ont élevé le ton de leur voix pour couvrir la voix de l'autre, sans écouter, sans prendre en compte les réalités, notamment numériques, et sans entendre le désarroi des élèves et des familles, ceux à qui l'école s'adresse. L'empathie n'avait pas de place, et peut-être que la démocratie était en passe de perdre la sienne. On a bien sûr le droit de penser différemment les situations et les approches. Notre démocratie nous le permet encore, mais comme le souligne Monique Cantos-Perber dans un article publié dans Le Monde du 5 mai 2021, quand il existe une parole dominante, il n'y a plus de liberté d'expression. Ainsi, à l'école, tout au long des mois de crise, les innombrables maladresses et imprécisions de communication des responsables de l'institution et les propos assumés et tout autant dominants, quasi ancestraux des représentations des personnels, ont pris la place de l'expression de l'évidence, de la raison et du sens, étouffant les initiatives individuelles ou collectives et méprisant l'autonomie et la perspicacité des acteurs locaux. Cela est intolérable car les propos tenus publiquement ne visaient plus l'intérêt de l'élève, et donc celui de notre société de l'après, ignoraient l'engagement de personnel si fortement mobilisé et pire, condamnaient l'expression démocratique des besoins des usagers. Le citoyen ordinaire, non inscrit dans un collectif mais pour autant en contact régulier avec l'école,
n'aurait-il rien à dire sur le fonctionnement de celle-ci? Ne pourrait-il pas exprimer lui aussi ses attentes pour ses enfants et faire connaître les dysfonctionnements dont il est témoin ou victime? N'aurait-il pas de solution de bon sens à faire valoir pour les corriger? Pourquoi le monde syndical comme l'institution impose-t-il le silence à ceux qui voudraient rendre l'école plus efficace et plus accueillante par une idée, une action, une pratique qui se démarque des doxas? Comme si celle-ci avait le monopole de la pensée scolaire, comme si efficacité et accueil auxquels pourrait être ajouté performance étaient des mots bannis qui condamnaient ceux qui les utilisent. Pour être entendu, il faut changer le ton. L'école française est en péril et il faut définitivement lancer l'alerte haut et fort, sans faiblir, au risque de forcer inconsidérément le trait. Il est urgent de sauver l'école à la fois de la technocratie institutionnelle et de la dictature de l'irrationalité des idées voire des idéologies qui s'accrochent désespérément au passé, de crainte de ne plus exister dans l'avenir. Mais qui peut certifier que l'école d'hier est bien mieux que celle de demain? Celles et ceux qui refusent d'en débattre comme celles et ceux qui ne font pas confiance dans les acteurs investis aujourd'hui. La crise sanitaire a révélé une crise de confiance majeure dans l'école, orchestrée autant par l'institution elle-même, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, que par les organisations syndicales au point de fragiliser et de faire douter les plus vaillants des enseignants. Le prof-bashing est-il seulement le fait de la société civile et des médias? Au final, qui sert-il? À moins que la cancel culture bannisse humour, raillerie, dérision et persiflage jusqu'à éradiquer l'espèce des oiseaux moqueurs, il n'y a pas d'ombrage à prendre des critiques dont la vertu est d'analyser les faiblesses et les défaillances d'un système tout aussi réactif qu'il est finissant. Car le contenu de cet ouvrage, dans une tonalité certes peu convenue sinon convenable pour beaucoup de lecteurs, n'est rien d'autre que le déclenchement d'une alerte sur un système moribond qui, s'il se poursuit à l'aune de l'école d'avant, entraîne dans sa déliquescence la nation qui y puise non seulement ses élites mais aussi les clauses du contrat social. Ainsi pourrons-nous admettre encore longtemps que le creusement des inégalités sociales se nourrisse des inégalités scolaires grandissantes, que le nombre de décrocheurs ne cesse de croître, que les enseignants valeureux soient ignorés au même titre que les bons élèves, que la culture scolaire soit déconnectée des cultures adolescentes, que la formation continue des maîtres aussi indispensable que celle des médecins soit facultative et assurée sur le temps de l'élève, que les familles soient laissées à la porte de l'école sous le prétexte fallacieux qu'elles se désintéressent de l'avenir de leurs enfants, etc. Sans réaction vive et forte, la nation risque de perdre ses repères humanistes jusqu'à ce que l'absence de discernement et l'autoritarisme mettent le pied sur la démocratie et asservissent délibérément les savoirs. Alibi du temps long et prof-bashing versus scanner. L'un des principaux effets de la crise sur l'école française est d'avoir bousculé le rapport au temps de ce monstre pâteau qui se délecte de l'extrême lenteur de ses évolutions, jusqu'à en faire sa fierté et son alibi majeur pour refuser le changement. Le temps long de l'école ne s'accorde pas avec le temps du politique, dit-on, mais un système qui se meurt, après tant de réformes comme autant de traitements sans effet ou presque, peut-il se prévaloir encore longtemps des effets à venir de la dernière médication? Le Covid est venu marquer un coup d'arrêt à cet attentisme protecteur et confortable. Ceux qui voudraient voir ici du prof-bashing ou une opposition forcenée, infondée et délirante aux orientations de l'institution ou aux idéologies syndicales usées, se trompent lourdement. Puisque débattre de l'école en utilisant ces instruments dialectiques ne fonctionne pas, alors changeons les instruments, dont le registre est le ton, et penchons-nous sur le malade avec ce que la science nous propose. L'ouvrage présent est un scanner dont les images ne peuvent plus être dissimulées aux parties prenantes du système, et à tous les membres de la société. Un scanner révèle les maux d'un système et fonde les éléments d'un diagnostic pour un protocole de guérison quand cela est encore possible, au mieux de prévention. Ainsi la période de confinement a-t-elle explicité des inconscients tels que la difficulté de prise en main de l'outil numérique, a-t-elle enseigne qu'ici ou là ce sont les élèves qui sont venus accompagner des enseignants à gérer les discontinuités d'enseignement, ou tel que le travail personnel de l'élève tout aussi important dans la réussite de celui-ci que les apports ou les méthodes imposées par la norme scolaire. Mais est-ce si grave que cela? N'est-ce pas la reconnaissance de ce que l'école apporte aux élèves,
de ce que grâce à la curiosité suscitée, ceux-ci ont retiré de l'éducation informelle, audace, autonomie, compétence. Est-ce grave, docteur? Le scanner révèle aussi que le bunker qu'est l'école française a privé ses occupants des richesses de son environnement, et que l'aveuglement jusqu'à la cécité est un handicap que la formation initiale et continue des acteurs, fondée sur la recherche, doit compenser. Cette formation ne saurait se faire sur le dos des apprenants, c'est-à-dire en prenant du temps aux élèves. Il n'y a pas outrance à considérer qu'anticiper une rentrée scolaire de quelques jours, notamment en situation de crise aiguë, ou prolonger la sortie des élèves par des modules de formation sont constitutifs d'un contrat professionnel. Or chacun le sait, il n'y a pas de contrat entre un enseignant et son employeur. D'autres systèmes éducatifs ont bien compris les enjeux de la formation, jusqu'à la rendre obligatoire sur une durée déterminée et hors temps de classe. Ces systèmes affichent des résultats meilleurs que ceux que la France présente. Certes, la rémunération des enseignants français est plus faible, beaucoup plus que dans d'autres systèmes européens ou dans le secteur privé, et les contraintes liées à l'exercice du métier mais aussi la bureaucratie de l'administration y sont fortes, cependant pas plus ici qu'ailleurs. Il faut l'admettre sans faux fuyant, et mettre en œuvre une politique délibérée de revalorisation autrement que par l'adjonction de primes et indemnités. Celles-ci viennent trop souvent reconnaître une sujétion, et non les caractéristiques et exigences d'un métier de plus en plus exposé dans une société de l'urgence qui n'accepte plus les défaillances. Il faut en finir avec le règne de l'hypocrisie. C'est tout le sens de cet ouvrage. Le protocole qui devrait être établi à l'issue du scanner ne peut donc pas se limiter à augmenter le traitement des enseignants, mais doit repenser la profession dans sa globalité en interrogeant tout à la fois les prérequis et les modalités de recrutement. Le concours est-il un gage de qualité et joue-t-il encore la fonction sociale que ses initiateurs historiques lui ont assignée? Les contenus et les temps de formation, les conditions et les pratiques d'exercice, l'évaluation et l'accompagnement, la valorisation et la promotion et bien sûr la rémunération. Cette dernière est de fait un marqueur social qui aujourd'hui relègue les personnels enseignants et d'éducation aux marges d'un système qui les avait promus originellement au centre. Le Grenelle de l'éducation a-t-il traité au fond l'ensemble de ces interrogations? Rien n'est moins sûr, et si telle était sa volonté de départ, les positions de partenaires sociaux en ont une fois de plus détourné les objectifs. Comme si évoquer l'école ne pouvait se faire qu'en univers refermé sur lui-même et en se limitant aux questions salariales, comme si discuter du statut en l'état réglait la qualité de l'acte pédagogique. Cette crise sera salutaire si les partis à l'école ont le courage de regarder les images du scanner avec sérénité et de les interpréter scientifiquement et objectivement, avec sagesse. Déjà, des enseignants courageux et responsables ont profité de la Covid pour entrouvrir la porte sur une école des désintérêts individuels et politiques et sur le bien-être et l'égalité d'accès au savoir des élèves, le respect et la reconnaissance de leur famille. Tout indique que si la société ne les soutient pas dans leur démarche, elle risque de se refermer tant les propos dominants d'avant ou d'aujourd'hui ne visent pas la globalité des ambitions que Jean Jaurès, Ferdinand Buisson ou Jean Zay avaient portées dans leur vision de l'école de la République. En transposant les propos de Thomas Piketty au monde scolaire et pour rester dans le même esprit, nous pourrions écrire que cette crise, malheureusement, exprime très clairement la violence des inégalités sociales qui traversent nos sociétés, renforce encore plus le besoin de réduire les inégalités et de trouver un autre modèle scolaire, tout simplement. Pour guérir, reconsidérer le modèle scolaire et la professionnalité de ses acteurs. Parmi les débats ouverts, s'observe aussi celui relatif aux nouvelles formes scolaires qui appellent d'autres professionnalités, d'autres maîtrises, d'autres connaissances, d'autres relations au travail et d'autres alliances. L'hybridation des enseignements, l'école sans école ou hors l'école, l'éclatement de la classe au cycle terminal du lycée conduisent à d'autres formes scolaires et obligent à repenser le travail de l'enseignant en termes de collectif imposant une reconsidération révolutionnaire du geste professionnel. Pour toucher sa cible, celui-ci doit désormais s'exécuter par le biais d'autres vecteurs que celui du cours dialogué. Le distanciel n'est pas un présentiel porté à distance chez l'élève, et le travail demandé aux élèves hors la classe par un enseignant ne peut plus ignorer celui que donnent ses collègues.
Une élève de 4e ne propose-t-elle pas de créer un forum où les professeurs regrouperaient tous les devoirs et toutes les infos, ainsi que les corrections? Cela serait plus clair car pour le moment, chaque professeur fait différemment et c'est compliqué de suivre un emploi du temps régulier et efficace. Et une enseignante de seconde GT indique, voir comme un soufflet pour l'institution l'astucieuse initiative des élèves de se créer un outil de suivi parallèle pour pallier les déficiences de l'ENT. L'élève et la famille, désormais acteurs, ne s'y laissent plus prendre. Sous prétexte de ne pas creuser les inégalités, il ne sera plus possible en période de crise de neutraliser l'acquisition des savoirs comme il sera indispensable de concevoir différemment l'évaluation des élèves. Mais a-t-on véritablement pris conscience de ces profonds changements? La crise a-t-elle appris à les anticiper? Les difficultés rencontrées lors du second confinement semblent montrer que les enseignements du premier n'avaient pas encore été tirés. Comme le porte-avions Charles de Gaulle, l'institution scolaire est lente à virer de bord et les élèves en souffrent. Les lenteurs et les tergiversations ministérielles tout comme la centration exclusive de ce qu'Alain Bouvier dénomme les statucologues, sur les contraintes ou les difficultés de mise en place du protocole sanitaire plutôt que sur les apprentissages des élèves, ne sont-elles pas de nature à écarter davantage ceux qui en s'en sont déjà éloignés? L'intrusion dans l'environnement personnel voire dans l'intimité familiale de l'élève rebat les cartes du jeu des acteurs, et en reconfigure les règles. Des parents sont devenus, avec bonheur ou contre leur gré, des alliés reconnus, ou qui veulent désormais l'être, de l'acte pédagogique. S'ils n'en sont pas les maîtres au risque de dévoyer le métier d'enseignant et ne doivent pas le devenir, ils sont sollicités pour organiser la logistique de l'apprentissage en s'attachant à la mise en place d'un environnement domestique propice à la réussite de leurs enfants. Tous n'y sont pas prêts ou préparés. Les collectivités territoriales compétentes ou des associations complémentaires de l'école sont appelées à jouer un rôle crucial dans cette reconfiguration qui induit une responsabilité collective dans la résorption urgente des inégalités scolaires. Dans ce contexte, la tentation sera grande de reporter sur eux la responsabilité de l'échec, déjà que des enseignants ont encore bien du mal à leur reconnaître leur mission éducative. Enfin, les alliances appellent à faire tomber les murailles jusque dans l'évaluation, pour substituer définitivement l'évaluation des progrès de l'élève dans sa globalité et son parcours personnel au tri jésuitique fondé sur les seuls savoirs scolaires. Cela suppose que les apports de l'éducation informelle viennent compléter les compétences acquises à l'école. Pour François Dubay, l'une des difficultés qui se heurtent à l'épanouissement de l'élève vient de ce que la culture scolaire n'est plus aujourd'hui la seule culture disponible. Quels que soient les jugements que l'on porte sur la culture de masse et les médias, il est certain qu'ils ouvrent aussi au monde et qu'ils sont les concurrents sérieux d'une culture scolaire encore largement fermée sur sa propre logique de progression. Un élève peut alors se demander en quoi ce qu'il apprend à l'école lui est utile pour ce qu'il perçoit de la vie. Le bunker doit céder, et les statucologues avec et laisser la place à un espace où convergent les apprentissages diversifiés des élèves pour une mise en forme éclairée au sens donné par Condorcet. Sans faiblir, il faut oser le crier et s'affranchir de la convenance du ton pour être entendu sinon écouté. Là réside peut-être un présupposé d'une révolution scolaire attendue, qui libérerait les initiatives des acteurs. Claude Bisson-Vèvre, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale. Avant-propos. Ce livre inclassable, dixit un ami, est écrit par un mockingbird. Il y a une trentaine d'années, une journaliste m'avait qualifié de tisseur de liens, et j'avais apprécié cette formule qui me semblait correspondre à la vérité. J'aime aussi cette phrase de Victor Hugo qui m'a été envoyée par un autre ami. Et puis il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure et changent le cours de votre vie. J'ai eu plusieurs fois la chance de vivre de telles riches rencontres à mon profit. Je ne citerai pas ici les noms des maîtres dont j'ai bénéficié, mais j'ai sans cesse voulu à mon tour agir ainsi envers le plus de monde possible, notamment en créant et en animant des équipes de toutes sortes, dès mon enfance à l'école élémentaire. J'ai entretenu cette façon d'être avec les autres, mais je reconnais le faire moins ces derniers mois car en prenant de l'âge, je suis devenu rétif aux différentes formes d'angélisme qui pervertissent le milieu éducatif français, paralysent son action et compromettent son efficacité. Je vais donc, dans les lignes qui suivent,
m'employer à expliquer pourquoi mon texte est bel et bien une inclassable moquerie car c'est sa première caractéristique à mes yeux. Mon ironie ne porte pas sur l'école républicaine qui promeut l'égalité des chances et à laquelle je dois beaucoup, je le sais. Je lui en suis très reconnaissant et j'aimerais que chaque enfant puisse en dire autant. Début 2020, je notais que 70% des Français faisaient confiance à l'école, mais moins qu'à la sécurité sociale, la police, l'armée et les PME et cela m'interroge. Pourquoi notre école, premier budget de l'État, ne figure-t-elle pas en tête ? Je ne suis pas un polémiste, ils sont déjà nombreux, mais je reconnais volontiers que mes propos peuvent soulever des polémiques. Quand cela s'y prête et sans aucune indulgence coupable, mes moqueries concernent le système éducatif français, ses nombreuses composantes, ses multiples groupes d'acteurs et ses réseaux. Puissants ou misérables, personne n'est épargné par mon texte. Nul besoin d'ajouter quelque chose aux faits rapportés, inutile de forcer les traits, tant ce vaste secteur de notre monde contemporain français, avec son école sanctuaire singulière, vit coupé de la société et ne s'en rend pas compte, au point qu'il prête à rire souvent et tristement comme je le relèverai à plusieurs reprises tout au long de cet ouvrage. Le ton particulier, inhabituel et non académique choisi pour ce livre m'a semblé le plus adapté pour exprimer ma pensée sur l'école française. M'inspirant de Clément Marot, je pourrais parler d'ironie bienveillante. 1. Moquerie sur le système éducatif français. La vie est une chose merveilleuse, même pour une méduse. Charlie Chaplin. J'en conviens, c'est une banalité de dire que la crise mondiale provoquée par la Covid-19, à travers ses étapes successives depuis 18 mois, a encore et aura des conséquences considérables sur les systèmes éducatifs de toute la planète et en particulier sur le nôtre malgré sa spécificité affirmée qui ne lui apporte aucune protection. Bien que les articles et livres déjà parus sur ce sujet abondent, nous manquons encore de recul pour apprécier l'impact réel de ce tsunami mental, selon Roger-Paul Droit, et surtout pour distinguer l'éphémère du durable, différencier les points d'arrivée provisoires et parmi eux identifier ceux qui annoncent de nouveaux départs, mais vers quoi ? Dans ce livre, je me risque à aller sur une attirante voie d'analyse de l'école française. Semée d'embûches, elle a le charme des chemins de randonnée en moyenne montagne perdus au milieu des lacs, des sapins, de la flore et de la faune. J'avance ici sur une délicieuse ligne de crête, contemplant parfois des dénivelés impressionnants autour de moi. On devine le fond, mais on ne le voit pas. J'essaye aussi de franchir un à un les multiples plafonds de verre qui cloisonnent notre système éducatif rigide et blindé, pour tenter vainement d'échapper aux évolutions du monde qui l'entoure. Je ne sais pas pourquoi, mais sa façon de faire me rappelle la triste ligne Maginot que l'armée allemande n'eut aucune peine à contourner. D'une interview à une autre. Sans la liberté de blâmer, il n'y aurait point d'éloge flatteur. Beaumarchais. En février 2020, Séverin Gravelot, du journal Le Monde, m'a téléphoné car il avait retrouvé une interview que j'avais donnée dans son journal à Benoît Floch, quelques années auparavant et dans laquelle je cherchais à alerter les lecteurs du journal sur les conséquences qu'une pandémie mondiale, annoncée alors par les scientifiques, aurait sur nos systèmes éducatifs. J'insistais pour dire que lorsqu'une telle catastrophe se présenterait, ce qui semblait proche aux yeux de nombreux experts, mieux valait s'y être préparé. À cette époque 2009, avec eux j'ai eu le tort d'avoir raison trop tôt. Déjouant les prévisions, la première pandémie du XXIe siècle vraiment dangereuse et mondiale n'est arrivée que quelques années plus tard, mais elle a déjà fait plus de 3 millions de morts. Aujourd'hui, sur toute la planète, nous sommes en train d'en apprécier les lourdes conséquences, de tenter de la ralentir, voire de l'arrêter par des vaccins, de strictes et nombreuses mesures sanitaires dont la cohérence et l'efficacité sont parfois à chercher, et des traitements médicaux encore au stade de l'expérimentation. Peut-être même faudra-t-il apprendre à vivre avec ce virus, cela se dit de plus en plus. Mon échange téléphonique avec Séverin Gravelot donna lieu, quelque temps après, à une nouvelle interview, en mai 2020, et m'a donné l'envie de revenir sur le sujet que j'avais abordé quelques années auparavant, cette fois-ci sous la forme immodeste, j'en conviens, d'une adresse aux enseignants et aux autres personnels éducatifs. Une fois écrite, je l'ai faite parvenir par Internet aux personnes qui avaient, pendant des mois, suivi mon blog consacré aux questions taboues du système éducatif français, et dont le contenu a ensuite été développé dans mon dernier ouvrage. Cette adresse, diffusée sur le web,
me valut de recevoir aussitôt des messages m'encourageant à poursuivre ces réflexions sur l'actualité pédagogique en marche rapide et d'en diffuser les fruits. Aujourd'hui, avec Internet, il n'y a rien de plus facile à réaliser, je le fis donc de temps en temps, en évitant de me fixer des contraintes temporelles précises. Au contraire, je me suis laissé guider par l'actualité très fournie. Ça ressemble à un thriller, diront plus tard des soignants et des scientifiques en lisant mes textes. Sans en avoir eu initialement l'intention, je compris vite que de fait, j'avais amorcé une série de chroniques portant sur l'impact de la crise sanitaire sur notre système éducatif et ce qu'elle révélait, en enlevant une à une, les bâches qui couvrent l'édifice pour tenter vainement de le dissimuler à la vue des citoyens. En ce mois de mars 2020, je pensais arrêter ma série vers Noël de la même année, mais poussé par la richesse de l'actualité, je l'ai poursuivi au-delà, et aujourd'hui ces textes m'ont servi de base. Consignes d'écriture. Pour la rédaction de mes chroniques, je m'étais donné des consignes simples. En premier lieu, je voulais éviter toute approche idéologique qui aurait semblé se contenter de reprendre, en les reformulant à peine, les arguments d'un camp ou d'un autre. À quoi bon, d'autant plus que les doctrines abondent. Comme dirait Nietzsche, malheur à moi, je suis nuancé. Pour échapper aux clans et aux orthodoxies idéologiques tristement convenues, je décidai de m'en tenir à des faits publics et facilement vérifiables par les lecteurs, dans le but, point par point, de les faire parler, de leur donner du sens et surtout de révéler les indicibles du système éducatif mis peu à peu au grand jour par la Covid-19. Je devinais que cette crise allait être pour la société dans son ensemble, et pour notre système éducatif français en particulier, un révélateur exceptionnel et sans précédent de tout ce qui en général était soigneusement dissimulé sous le tapis depuis des lustres. Mon dernier livre en avait montré l'abondance. Je poursuivis donc mon travail d'écriture de chroniques en m'appuyant sur des données connues, ministères, enquêtes, et sur des points de vue exprimés publiquement par les uns et par les autres, d'une enseignante de maternelle au Premier ministre et aux membres du gouvernement. Cet esprit avait déjà caractérisé mon blog sur les questions taboues, comme il avait inspiré mon livre sur les questions iconoclastes. Dans mes chroniques sur la crise sanitaire et son impact sur notre système éducatif, je ne me suis pas privé d'employer un ton volontairement moqueur envers toutes les formes de bureaucratie, car elles honnissent cela, et de pointer les nombreuses hypocrisies de toutes sortes. Nul n'y échappe. Malgré leur nombre conséquent, je leur ai fait une chasse incessante, seulement guidée par mon éthique. Curieusement, cette liberté de ton n'épargnant personne me valut beaucoup d'encouragement, d'abord à poursuivre mes chroniques, puis, plus tard, à rédiger ce livre encore plus irrévérencieux. En résumé, il a deux cibles principales, les bureaucraties et les hypocrisies. Sans faiblir, il n'épargne personne. Il s'efforce d'aller au bout de ma pensée sur l'école française. François Bayrou n'a-t-il pas déclaré « Il y a des batailles qui doivent nous honorer car elles méritent d'être menées ». Je le crois, mais je veille aussi, comme le préconisait Axel Kahn qui vient de nous quitter, d'être raisonnable et humain. M'attaquer à l'autruchisme. Dans le même esprit que celui de mon précédent ouvrage, je voulais dans celui-ci, sur la base de faits tangibles, révéler l'indicible et m'attaquer à l'autruchisme, selon l'expression du journaliste de France Inter Étienne Gernel. Si pendant cette période de 18 mois la société a changé, mais jusqu'à quel point ? J'ai discerné de modestes signes d'évolution de l'éducation nationale, sans être assuré de leur profondeur, sans savoir s'ils seront durables et s'ils préfigurent de futures avancées plus marquées. J'ignore si au contraire, viendront des retours en arrière comme en rêvaient et rêvent encore ceux appelant avec acharnement au retour à l'école d'hier, ou à l'école d'avant, sorte d'anti-utopie, but en soi corporatiste qui en fait ne dit rien de précis, mais ce propos est rassurant pour beaucoup. Que retenir de cet incroyable enchevêtrement de mesures et de contre-mesures prises au niveau national pendant des mois, dans une totale méconnaissance des réalités locales, avec une avalanche de règles sanitaires successives et en contradiction avec la confiance mise en avant par le ministre depuis 2017 ? A priori, je n'avais fixé aucune périodicité pour mes chroniques, car je voulais coller aux événements qui se succédaient à un rythme incroyablement rapide, tel que le système éducatif français n'en avait jamais connu jusque-là. Le principal effet de la crise sur l'école
et d'avoir démesurément bousculé le rapport au temps de ce monstre friand d'immobilisme et se délectant de l'extrême lenteur de ses évolutions, constituant même sa fierté. Dans le passé, que de fois avons-nous entendu évoquer le temps long de l'école française afin de freiner les changements suggérés par les enquêtes internationales, pourtant constantes dans leur triste constat depuis près de 3 décennies. Pour chaque sujet abordé dans mes chroniques, je m'employais à chercher les données les plus récentes, mobilisant mon réseau de relations professionnelles. Lorsque d'importantes annonces gouvernementales étaient en vue, je veillais à publier ma chronique en cours d'écriture juste avant qu'elle ne soit publiquement formulée afin de permettre au lecteur d'apprécier, après les conférences de presse, ce qui en réalité était prévisible, ce que les nouvelles informations diffusées changeaient ou pas par rapport aux précédentes et ce qu'elles prétendaient vouloir modifier. Ainsi, c'était un défi que je me lançais chaque fois et une façon de montrer à ceux qui feignaient de jouer les surpris par les diverses annonces, qu'en fait, en regardant la situation à partir d'éléments tangibles, les décisions annoncées étaient relativement prévisibles. Dès ma deuxième chronique, des informations me sont spontanément parvenues en abondance, de sources variées, de différents pays francophones, tantôt par des personnes que je connaissais bien, et tantôt par d'autres à qui certaines de mes relations avaient fait lire mes textes, en particulier beaucoup d'enseignants du primaire et du secondaire et qui avaient envie de me faire part de leurs remarques. Si quelques-unes se risquaient à évoquer le futur après la crise, la majorité d'entre elles me rapportaient des expériences vécues, présentes ou passées, certaines magnifiques et enthousiasmantes, mais d'autres bien attristantes et peu flatteuses pour la corporation enseignante se complaisant dans l'autarcie. Bien placées pour connaître l'envers du décor, les plus sévères des cas rapportés émanaient de responsables syndicaux à la retraite, notamment des syndicats dits majoritaires très critiques envers les pouvoirs publics. Il faut dire que leurs fonctions anciennes les avaient mis au contact permanent de leurs collègues que je présenterai plus loin, et que je qualifie de statucologues, néologisme portant sa définition en lui-même. Beaucoup de ces réactions concernaient autant le primaire que le second degré, quelquefois l'enseignement supérieur. Elles se sont transformées en des échanges de mails presque réguliers et qui, à mon grand plaisir, se poursuivent encore. Passer de chroniques successives à un livre. En passant à l'écriture de ce livre, mon intention fut de rédiger un texte atypique, qui ne soit ni à charge ni béatement laudatif envers la politique ministérielle ou le milieu enseignant dont j'émane, mais que je ne regarde pas pour autant avec les yeux de Chimène. Je distingue soigneusement les professeurs souvent remarquables dans leur individualité, de leur corporation aussi peu attractive que celle des cheminots. J'ai retenu ce qui pour moi avait du sens, éclairer le système éducatif français dans ses intentions réelles à travers ses actions et ses réalisations, notamment en me montrant attentif aux parents d'élèves, ces habituels écartés du système et qui, pourtant, du jour au lendemain en mars 2020, pendant 2 mois, durent soudainement et malgré leur vive inquiétude, assurer le pilotage de l'action pédagogique de proximité. Ils le firent avec un certain bonheur comme nous le verrons. Peu à peu, je distinguais à travers les messages reçus 2 catégories de lecteurs de mes chroniques. D'une part ceux qui semblaient attendre leur sortie, et me faisaient part de leur réaction le jour même, en général m'invitant à creuser plus encore différents éléments. D'autre part ceux qui visiblement les mettaient de côté pour se livrer à une lecture approfondie, puis me faire des commentaires détaillés, plus ou moins critiques, allant même, dans certains cas jusqu'à rédiger un texte d'1 ou 2 pages, voire plus. J'ai beaucoup aimé ces riches échanges avec un mélange de personnes que je connaissais bien, pas seulement du milieu éducatif, me donnant un certain reflet de la société civile tenue à l'écart par les enseignants, et d'autres que probablement je ne rencontrerai jamais et très libres dans leurs propos. J'ai apprécié la chaleur de cette simili-communauté autour de mes chroniques, avec tout ce qu'elle m'a appris. J'avoue aussi avoir ressenti une grande satisfaction à voir mes textes, libres de droit, repris les uns après les autres par un certain nombre de sites francophones, ce qui m'a valu d'autres types d'échanges, en particulier d'être sollicité pour participer à d'enrichissantes web rencontres, organisées par différentes associations professionnelles et des think tanks dont le nombre va grandissant, signe qu'ils sont en France les derniers lieux de pensée collective et d'incitation à l'innovation, peut-être même, tout bêtement, de pensée non convenue. Faire parler la chronologie. Pour mon livre,
J'avais le choix entre m'écarter de mes chroniques pour n'en retenir que l'essentiel en me livrant en quelque sorte à une synthèse rendue possible par le temps écoulé, mais en écrasant tous les détails alors que le diable gît là, ou bien au contraire de résolument m'appuyer dessus de façon conséquente, afin de faire parler la chronologie. J'ai choisi cette seconde voie car le temps est en lui-même un profond analyseur qui donne de précieux points de repère. Comme tout était allé très vite, je savais que des éléments importants allaient être oubliés. Georges Brassens ne dit-il pas « Il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin ». Or, les historiens nous ont appris que ce qui ne semble pas logique est chronologique, et que le moindre enchaînement peut avoir une importance majeure. La chronologie est donc essentielle. Effectivement, dans le cas de cette crise, l'inhabituel rapport au temps et les enchaînements de périodes souvent ratées révèlent une importante part de l'habituel indicible. La crise nous parle en profondeur de l'école, comme cela ne s'était jamais produit jusque-là. Je me suis donc employé à suivre la chronologie, en la précisant et en la commentant au fil de l'eau quelques mois après. On réalise ainsi dans quelle mesure le temps est vite passé. En repartant de mes chroniques et en les situant dans le temps, j'ai pu en faire l'expérience. J'ai aussi constaté à quel point nos compatriotes sont versatiles. Nous verrons l'abondance de leurs changements d'opinion en très peu de temps sur différents sujets. Depuis la dernière guerre mondiale, le système éducatif français est un domaine qui évolue lentement, à peine au rythme des décennies comme je l'ai montré dans l'un de mes livres. Avec la crise sanitaire, plus rien n'était inscrit dans le marbre. Depuis, les règles ne font que changer sans cesse à une folle vitesse. Ces mois d'évolution rapide avec cet enchaînement frénétique de mesures et contre-mesures sur des périodes ultra courtes qui se succédaient les unes aux autres, mettent en lumière que l'extrême lenteur du mammouth n'est pas une fatalité, même si elle sert souvent d'excuse à l'immobilisme. En fait, disons-le, cette lenteur impressionnante est le résultat d'une volonté collective partagée par un milieu professionnel peu engagé collectivement et sachant bien esquiver les vraies questions. Cette fois, avec la crise, il est servi. Les interrogations et constats abondent, sont publics, sur les réseaux sociaux, c'est une très grande nouveauté, les inondent à une incroyable vitesse et de nombreux sites sont noyés par les fake news. Ébahi, le monde de la lenteur, on peut ainsi le nommer, s'est ainsi vu transpercé par la vitesse. Il ne s'en est pas encore remis. Dans ce livre, je n'ai pas cherché à être exhaustif, cela sera possible, un jour à des équipes de chercheurs. D'ici là, je suis certain que les mémoires de master, les thèses, les articles académiques et les livres sur la Covid-19 vont abonder. J'ai préféré m'engager dans un double mouvement. Bien qu'enfermé dans son bunker, j'ai voulu pénétrer l'école au plus profond, en procédant comme pour un oignon que l'on pèle en enlevant les peaux une à une, mais aussi en pratiquant des forages comme on le fait sur les meules de gruyère pour connaître leur évolution profonde, en quelque sorte en passant l'école française au scanner comme on ne l'avait jamais fait jusque-là. Je voulais partir du factuel et du circonstanciel, les faire parler pour tenter d'imaginer l'école à plus long terme. Je tenais à aller sans faiblir au bout de ma pensée sur l'école, espérant faire un peu œuvre utile de démammouthologie. Ainsi, dans mes chroniques, sans hésitation, en épargnant personne, je m'étais exposé volontairement à la vindicte des uns et des autres, quasiment de tous, pour inviter à des débats moins convenus que les habituelles et inintéressantes prises de position idéologiques dont raffole le milieu pédagogique français. Certes, cela le dope et je sais que faute de mieux, c'est son carburant. Enfin, pour rédiger cet ouvrage, j'ai choisi d'employer ce ton inhabituel dans un livre, bien au-delà de l'humour. En quelque sorte, le Mockingbird que je suis, présente ainsi sa vue distanciée et corrosive de l'éducation nationale. Et je vais même parfois jusqu'à m'adresser directement aux lecteurs pour les interpeller. Quelle inconvenance, quelle audace, quelle impertinence. Échapper aux multiples clans. En France, sur les questions d'éducation, les écrits publiés s'inscrivent dans des approches idéologiques discernables dès leurs premières lignes car leurs auteurs tiennent à les afficher pour alerter leur camp et être identifiés à bon escient. Il y a plusieurs façons de le faire. Dans ces articles, le plus fréquent car le plus facile, consiste à livrer un démontage pièce après pièce de la politique du ministre en place, quel que soit ce ministre, à formuler des critiques unilatérales affirmant que tout est critiquable et dissimule des intentions cachées, pire que celles mises publiquement en avant pour aboutir à la conclusion qu'il n'y a rien à conserver de cette politique.
Ces idéologues reprennent, sans grande imagination ni beaucoup de finesse, les mêmes arguments depuis 10, 20 ou 30 ans. C'est un peu comme des marronniers, mais à l'échelle décennale. Le sujet de l'apprentissage de la lecture ou l'évaluation en fournissent des exemples types. Après tout, pourquoi pas puisque 10 ans après, personne ne se souvient des propos qui avaient été tenus antérieurement? À l'opposé, quel soit le ministre, les turiféraires de sa politique sont aussi caricaturaux par leurs louanges aveugles, sans nuance et sans retenue. De façon plus ou moins marquée, au gré des alternances politiques, chacun des deux principaux bords fait de même. Je note en plus qu'avec Jean-Michel Blanquer, l'attitude de son clan rapproché ressemble à de l'idolâtrie sans réserve, ni discernement. Je ne l'avais jamais vu à ce point sous aucun ministre depuis 40 ans. Je m'y attendais, et je n'ai pas été déçu. Tout au long de mes chroniques, les lecteurs de chaque camp m'ont régulièrement reproché d'être injustement sévère avec eux et tolérant avec ceux qu'ils considéraient comme leurs pires adversaires. Sans plus d'explications, je me suis même fait qualifier de libéral, suprême insulte semblait-il. Si c'est au sens anglo-saxon du terme, homme des libertés et de tolérance, je l'accepte, d'autant plus que selon Claude Lelièvre, à la fin du XIXe siècle le terme était quasi équivalent de républicain. Mais tout me porte à croire que le qualificatif était employé dans un autre sens, très franco-français. Ce véritable mot valise est là pour empêcher de penser et il y arrive. J'ai compris à travers des échanges au sein d'un groupe professionnel que j'aime bien, que pour la personne qui l'employait ce jour-là, il voulait dire non marxiste. Donc, à égalité avec la SNCF, l'éducation nationale fait office de musée de cette doctrine. Par exemple, les concepts de la social-démocratie ou les idées progressistes ne sont considérés que comme des avatars et des ennemis de classe. Je devrais donc réviser mes cours de sciences politiques. Avec Axel Kahn, je revendique l'humanisme sans l'hypothèse de la transcendance. Dès ma première chronique, laissant à d'autres que moi le plaisir de proposer des analyses idéologiques, j'avais fait le choix de pratiquer des approches par les faits, plus difficiles à faire qu'il n'y paraît. Il faut aller chercher les éléments, mais surtout s'assurer de leur exactitude, ce qui n'est pas simple à l'époque des fake news triomphantes. J'ai pu m'y employer grâce à mes relations et amis, enseignants, chefs d'établissement, inspecteurs, DAZEN, inspecteurs généraux, recteurs, anciens médiateurs, que je cite dans mes remerciements à la fin du livre, mais sans nommer ceux encore en poste afin de ne pas compromettre leur carrière. Je sais qu'ils m'en seront reconnaissants. Me plaçant volontairement entre plusieurs blocs intellectuellement formatés, je savais que mes chroniques seraient, sans être lues, rejetées par les bords politiques extrêmes pour des raisons diamétralement opposées, ce qui m'apportait une merveilleuse liberté d'esprit dont se privent à leurs dépens les idéologues forcenés. Comme le suggère Barack Obama dans le premier tome de ses remarquables mémoires, je voulais éviter le piège de tenter de rejeter la faute sur l'autre. C'est trop facile. À sa façon, parlant d'enfer, Sartre l'avait dit lui aussi. Systématiquement dans mes chroniques, mes moqueries sur telle ou telle personne, groupe, équipe, réseau ou institution semblaient faire rire tout le monde, sauf la personne ou partie moquée bien sûr. De chronique en chronique, j'ai attentivement lu les réactions qui me parvenaient par voies diverses, dont de longs et riches appels téléphoniques, pour en tenir compte mais sans faiblir, sans dévier de ma route. Afin de ne pas être récupéré par un camp, je me devais d'être irrécupérable. Entre statu quo et innovation. Cette crise sanitaire aura été, est et sera douloureuse pour beaucoup de personnes, sur les plans humains et professionnels. Les traces, bonnes et mauvaises, en resteront longtemps. Mais il faut aussi le dire, en aidant à casser des œufs, elle aura aussi été une source de progrès. Durable ou pas, c'est la question essentielle. Elle a mis en lumière beaucoup d'éléments jusque-là peu visibles de notre société dans son ensemble, ainsi que des systèmes scolaires, d'une autre en particulier, avec toutes leurs injustices, en plaçant sous les projecteurs les faibles liens en France entre école et société. 10 années d'un travail acharné des inspections générales n'auraient pas pu produire autant d'informations que la crise, merci donc à la Covid, et leur rapport aurait comme très souvent fini dans un placard pour au mieux ressortir 15 ans après, à l'image de celui de Jean-Pierre Aubin réalisé en 2004 et aussitôt enterré. Incroyable mais vrai, la crise a obligé à intégrer la temporalité dans les réflexions pédagogiques collectives sur le terrain. En France, c'est exceptionnel. Un semblant d'ingénierie didactique a fait une très timide et discrète apparition,
mais elle me semble encore superficielle et bien fragile. Si les problèmes sont désormais posés, les réponses sous la forme d'un simple frémissement ne sont pas encore construites, on en est même très loin. De plus, la Covid-19 a sainement secoué les bureaucraties, celles des agences régionales de santé AR, par exemple, que j'avais à tort pris pour des modèles d'organisation publique il y a 15 ans, mais aussi de l'éducation nationale, de sa technostructure dans toute sa splendeur et celle complice des organisations syndicales les moins novatrices. Oui, cela ressemble à un oxymore. Pendant des mois, en raison de la crise, la quasi-disparition des circulaires du ministère, habituellement longues, nombreuses et répétitives, mais il faut le reconnaître, moins depuis 4 ans avec le ministre actuel qui leur substitue des vade-mecum, a montré par les faits que d'autres modalités de travail collectif étaient possibles et efficaces puisque sans consigne, le système s'est montré globalement résilient. Les décrets, brefs et en petit nombre, suffisent donc largement pour son pilotage. La période du confinement a confirmé que les circulaires qui s'estiment intemporelles, inscrites dans le marbre, alors que l'action est en temps réel au quotidien tributaire des imprévus, sont un obstacle à l'intelligence collective, donc le principal ennemi d'une école qui voudrait être intelligente pour ne pas dire apprenante. À vrai dire, j'ignore si, du ministre aux acteurs de terrain, elle le souhaite vraiment, si elle est prête à s'impliquer en conséquence, à prendre ses responsabilités. Beaucoup des éléments soulevés dans ce livre m'en font douter, vous aussi peut-être, mais j'ai néanmoins envie de faire un pari positif pour l'avenir. Après la crise, ces temps exceptionnels d'innovation et de responsabilité du terrain se poursuivront-ils ? Si oui, que faire des nombreux producteurs de circulaires au ministère, dans les rectorats et les inspections académiques ? Les chefs d'établissements secondaires, les directeurs d'écoles primaires et les enseignants auront-ils peur du vide ? Je ne le pense pas. Seront-ils prêts à assumer leurs responsabilités ? Peut-être, c'est à voir. Ne dit-on pas que les acteurs et les équipes pédagogiques sont en majorité compétents ? Je serais prêt à faire ce pari sur l'humain et sur l'école. Pour l'instant, le système éducatif a gagné en flexibilité, en agilité comme l'on dit, en innovation, mais je doute qu'il se soit déjà mué en un troupeau de gazelles comme on en voit courir avec légèreté dans la savane. Pour cela, il lui faudra bien encore 2 décennies et d'autres crises. Comment cela s'appelle-t-il quand le jour se lève comme aujourd'hui, et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l'air pourtant se respire ? Cela a un très beau nom, femme Narcisse. Cela s'appelle l'aurore. Jean Giraudoux. 2. Adresse aux enseignants et aux CPE. 16 mars 2020. En ce début du mois de mars 2020, la crise provoquée par la Covid-19 est encore très récente et pourtant le temps presse pour en préparer la sortie, même si nous ne connaissons pas encore le moment précis où elle se produira. Sans doute est-il assez éloigné, l'élaboration de l'école d'après sera laborieuse, j'en suis certain. Dès le mois de février 2020, on a compris que la pandémie était spectaculaire par son ampleur qui touchait progressivement toute la planète, par sa gravité et par l'incroyable rapidité de sa propagation. Ce qui arrivait était prévisible. En 2015, une remarquable conférence de Bill Gates présentait déjà ce que nous connaissons aujourd'hui et qui se reproduira dans le futur. Il alertait la planète et appelait à la responsabilité collective. Depuis, rien n'a été fait. Il est donc important maintenant de se montrer responsable et pour l'école, de préparer le monde pédagogique d'après la crise puisque rien n'a été anticipé, donc rien n'était prêt, pas même imaginé. En la matière, régnait une incroyable pauvreté intellectuelle. Dans la société actuelle, les utilisations d'Internet sont omniprésentes dans tous les métiers, un peu moins dans les services publics que dans les entreprises et curieusement moins encore dans l'enseignement scolaire, le parent pauvre, comme si l'école française voulait se maintenir hors de la société. Aujourd'hui, les pratiques numériques des personnes concernent autant leur vie privée que professionnelle via des outils variés, téléphone, tablette, ordinateur, et la traditionnelle coupure entre ces 2 domaines s'est atténuée. Certains même dénoncent cet état de fait relativement récent, moins d'1 décennie. En ce début d'année 2020, le télétravail et les visioconférences s'accroissent et se banalisent dans tous les secteurs. La crise actuelle le met en évidence et l'accentue. Le 12 mars 2020 commençait en France la première période dite de confinement,
Un moment historique qui faisait basculer l'école dans une aventure alors d'une durée indéterminée. On ignorait même que d'autres périodes de confinement viendraient plus tard. On ne parlait pas encore de vagues, même si l'on pouvait se douter que quelque chose de ce type allait se produire tôt ou tard. Une semaine après, le 19 mars, le ministre de l'Éducation nationale envoyait aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école une vidéo. On entrait dans une nouvelle ère en matière de communication, pour leur dire que désormais, le pilotage de la réussite des élèves est de votre responsabilité, pour un temps non précisé mais qui pourrait se poursuivre après la crise. Comme nous l'écrivions alors. La fin de cette période de confinement, à peine commencée, aurait dû dès ce moment-là être préparée. L'avenir montrera que ce ne fut pas le cas, avec de piteuses conséquences pour les élèves et pour l'image du système éducatif français. Avant la crise. En ce début de mars 2020 et avant le développement de la crise qui venait d'éclater, de quelles ressources les élèves bénéficiaient-ils pour assurer leur éducation ? En premier lieu, ils disposaient et disposent toujours de l'enseignement formel organisé dans nos écoles primaires et établissements secondaires, publics et privés. C'est en général ce qu'on appelle l'école. À cela s'ajoutait ce que proposaient les tiers-lieux, les associations, les officines privées d'aide aux élèves, secteur massif en France, les sites sur Internet gratuits ou payants, les blogs et les réseaux sociaux, sans oublier les usages informels d'Internet qui mobilisent beaucoup du temps des élèves, jeux, vidéos, musique, etc. Dans cet agrégat, la partie formelle servait de référence au non formel qui s'en inspirait afin de mieux le compléter ou d'offrir des possibilités concurrentes. Il y avait très peu d'enseignement à distance à l'initiative des enseignants, sauf de la part de ceux, peu nombreux, qui pratiquaient des formes de classe inversée ou certaines innovations pour les devoirs. Souvent jeunes, mais pas toujours et dynamiques, ces professeurs étaient isolés au milieu des autres qui constituaient plusieurs groupes, nous le verrons crûment grâce à la crise. Pour chaque élève, ces possibilités se juxtaposaient les unes aux autres, dans des proportions dépendant de chaque famille, de son niveau économique, social et culturel, alors que personne ne veillait à la cohérence, à la pertinence et à l'efficacité de l'ensemble. Certains parents suffisamment d'éduqués le faisaient un peu, mais étrangement très peu les professionnels qui exprimaient ainsi une curieuse conception de leur métier, assurément qui n'est pas la mienne. Où en étions-nous en ce début de crise ? La situation créée par ce premier confinement était sans précédent, et grâce doit être rendue aux enseignants et CPE qui accueillirent, comme on l'a vu, les enfants des soignants. Depuis mars 2020, la totalité de la part formelle de l'enseignement devait impérativement se faire à distance. Comme il se disait alors, l'école n'était plus dans l'école, mais à la maison. Elle ne s'était pas évanouie. Dans le patchwork décrit plus haut, l'école formelle fut déstabilisée. Les importants problèmes techniques, les premiers jours certains enseignants disaient « c'est la galère », et plus encore pédagogiques que cela posait, étaient nombreux et loin d'être résolus. Ils touchaient aux pratiques professionnelles des enseignants, aux outils disponibles et aux différents usages que permettait Internet. Mais tous les élèves ne disposaient pas encore chez eux d'un accès correct, sauf par leur téléphone portable, qui parfois ne captait que la 3G, et ne s'avérait pas un outil de travail adapté, il convenait mieux au jeu et à la communication. Beaucoup de familles n'avaient pas d'imprimante ou pas les moyens financiers pour renouveler les coûteuses cartouches d'encre. Dans les villes, on l'ignore souvent, il reste sur le territoire national un grand nombre de zones blanches, sans accès à des opérateurs de téléphonie et sans Internet. Donc pour leurs habitants, le haut débit évoqué par les campagnes publicitaires n'est qu'un rêve. Cette situation conduit les personnes concernées à faire parfois plusieurs kilomètres pour accéder à un lieu relais, où sont accessibles Internet, et des possibilités pour photocopier ou pour scanneriser un document. Je sais bien que ces cas ne sont pas représentatifs de l'ensemble du territoire national, mais ils ne peuvent pas être ignorés des pouvoirs publics, États et collectivités territoriales. Parmi d'autres, ATD Carmonde le dit clairement. Enfin, autre problème alors à prendre en compte, lorsque dans le foyer familial il n'y a qu'un seul ordinateur, pas nécessairement récent, et que les parents, voire les enfants aînés, font du télétravail et qu'il peut y avoir plusieurs enfants en âge scolaire, il faut organiser la répartition des temps d'utilisation pour chacun. Et il se dit que cela ne se passe pas toujours au mieux.
La formation initiale des enseignants, certes universitaire mais vieillotte de conception et de contenu, ne les a préparés ni à une telle situation ni à ces pratiques. Encore moins leur formation continue bien misérable. Dans les établissements scolaires, seuls des petits groupes d'innovateurs s'étaient jusqu'à présent engagés dans un usage volontariste des outils numériques, un peu plus sans doute dans les lycées professionnels, mais très peu dans l'enseignement primaire plus friand d'utiliser des photocopies que PowerPoint. Sauf en de rares exceptions, il n'avait jamais été considéré comme utile de former les enseignants aux usages pédagogiques du numérique, et les établissements scolaires étaient peu équipés en conséquence par les collectivités territoriales. En fait, c'était très variable d'un lieu à un autre. Durant la période de confinement qui venait de commencer, les groupes de professeurs et CPE innovants aidaient ceux qui étaient encore mal à l'aise avec des usages du numérique un peu plus sophistiqués que les classiques mails, traitement de texte, PowerPoint et Excel. Ce qui était à faire en direction des élèves ou entre équipes d'enseignants, la coopération, peu assumée, devenait une exigence, nécessité d'utiliser des outils de travail collaboratif, Discord, WhatsApp, Google Drive, pour être efficace, en petits groupes pour les enseignants ou pour des classes virtuelles en direction des élèves. Plusieurs types de ressources fournies par les pouvoirs publics devaient en principe jouer un grand rôle. D'une part Pronote, logiciel privé de gestion mais qui peut accueillir des groupes de discussion, et les espaces numériques de travail, ENT, dont chaque établissement était doté par sa collectivité de rattachement. D'autre part, s'offrait à tous les élèves du territoire national, l'Académie numérique, avec sa plateforme Ma classe à la maison, qui proposait des ressources conçues et mises à disposition par le Centre national d'enseignement à distance, CNED de Poitiers, qui l'enrichissait d'autres services pour viser une nation apprenante, selon le discours officiel ressemblant à un slogan. Une mise en œuvre inévitablement lente et laborieuse. Sur le terrain, dès le début du confinement, on pouvait observer un superbe élan de solidarité et de partage entre enseignants et parents lorsqu'ils le pouvaient, ce qui était nouveau. Évidemment, ce qui a difficilement été installé par temps calme, jamais rodé, une fois la tempête éclatée résistait mal et montrait ses faiblesses. Sur le web, les flux très conséquents bloquèrent les serveurs. Les ENT étaient souvent fragiles, voire très fragiles, car ils n'avaient pas été conçus pour autant d'utilisateurs en simultané. Aux problèmes techniques dont les solutions arrivaient peu à peu, s'ajoutaient ceux plus lourds de conséquences, dus à la totale impréparation collective du milieu pédagogique qui était culturellement très réticent à l'idée d'enseignement à distance. Bien que créés en 2002 il y a près de 20 ans, les ENT s'étaient laborieusement installés. Beaucoup d'enseignants et une partie de leur encadrement ont tout fait pour qu'ils ne soient utilisés que pour des actes administratifs comme le cahier de texte électronique, la gestion des absences d'élèves et des problèmes de vie scolaire. Résultat, en mars 2020, un grand nombre des professeurs avaient presque tout à apprendre sur les usages pédagogiques possibles. Leur utilisation avec les élèves et leurs parents n'était pas calée, il faudra quelques semaines pour y arriver, et encore. Pour le CNED, malgré son professionnalisme, passer d'un fonctionnement ordinaire pour quelques centaines de milliers d'élèves, ce n'est déjà pas rien, à potentiellement 12 millions d'élèves, fut un défi considérable. Il connut alors plus de 600 000 visites par jour. D'autres ressources publiques apparurent, comme sur France 4 la maison éducative qui proposait l'école à la télévision. Les ajustements nécessaires demandèrent du temps, beaucoup de temps. Enfin, pour les enseignants, la mise en place d'un véritable travail coopératif entre eux ne pouvait pas naître du néant, ni d'une absence de désir. Il fallut quelques délais, car rien n'est plus lent que les changements de culture professionnelle, surtout à l'éducation nationale. Face à cela, la majorité des élèves ne restèrent pas inactifs, au-delà de ce que prévoyait l'institution. Par exemple, le journal La Montagne du 21 mars rapportait que dans le lycée Saint-Alyre, 2 élèves de terminale S spécialité informatique, devant la faiblesse des outils mis à leur disposition par l'établissement, avaient construit à partir d'une plateforme pour les jeux en ligne, Discord, un outil gratuit avec un chat oral qui permettait aux enseignants de faire cours complété d'un chat écrit pour les interactions. J'ai vite su que de tels exemples à l'initiative d'élèves, de parents, d'enseignants ou de CPE se multipliaient. Des inspecteurs confirmaient une avancée intéressante. Quelquefois ce sont des élèves compatissants qui ont pris les choses en main face à des enseignants démunis.
L'accompagnement des élèves. Pour accompagner leurs enfants, avant la crise, les parents se tournaient vers les officines privées d'aide aux devoirs qui se firent un plaisir d'enrichir leur offre, notamment en proposant, en plus des contenus classiques, diverses formes de coaching et d'évaluation. Certaines se sont même réunies pour proposer un bouquet de services. Elles employaient beaucoup d'enseignants de l'éducation nationale, arrondissant ainsi leur fin de mois. Dans cette période, elles pouvaient en mobiliser plus encore qu'à l'ordinaire. Sur un autre plan, mais toujours pédagogique, il fut intéressant de savoir que des enseignants parents d'élèves découvrirent qu'ils ne savaient pas organiser à la maison dans les diverses disciplines le travail de leurs enfants sur une semaine. On peut donc imaginer ce qui se passe avec les autres parents. Élèves et parents ont besoin de points de repère pédagogiques, temporels et méthodologiques, et à juste titre, ils les attendaient des professionnels que sont les enseignants. Les élèves ont besoin de feedback personnalisé, avec de véritables évaluations de leurs apprentissages, c'est ce qui leur manque le plus en temps ordinaire. Des évaluations en ligne apparurent. Peut-être aussi bientôt du contrôle continu de connaissances ? Vers quoi va-t-on pour les examens ? Pour les élèves, les contacts téléphoniques hebdomadaires avec des enseignants furent bien nécessaires et leur fréquence appelait à être augmentée pour ceux les plus en difficulté. Certains petits groupes d'élèves s'organisèrent eux-mêmes, par affinité, et invitaient parfois des enseignants à les rejoindre pour être accompagnés par eux. Les outils vidéo qu'ils utilisaient habituellement pour s'amuser et échanger entre eux, comme WhatsApp, facilitaient ces pratiques, mais une harmonisation aurait été bienvenue. Enfin, l'UNESCO a lancé à ce moment une coalition mondiale, pour accélérer les mises en œuvre d'enseignement à distance pour 850 millions d'élèves qui n'y avaient pas accès. La continuité pédagogique, ce sera le concept phare de cette crise et éducative, qui existait très mollement avant la Covid-19, fut affirmé par l'institution comme étant essentiel pour la période de confinement qui commençait, mais qui pouvait veiller à sa mise en œuvre effective et surtout à sa qualité ? Déjà peu assurée en temps ordinaire, la continuité pédagogique devait maintenir des liens essentiels et il restait encore à inventer une pédagogie propre au travail à distance pour aujourd'hui, puis pour l'enseignement hybride demain et après-demain. Le ministère recensait sur le site EduScol les ressources disponibles à cette fin, en particulier pour les élèves en SECPA ou en situation de handicap. À mes yeux, le point le plus inquiétant concernait les inégalités entre les élèves. Déjà très présentes en temps ordinaire dans notre système éducatif français, les enquêtes nationales et internationales nous alertent les unes après les autres devant ce phénomène en triste développement. Elles vont se creuser car les familles ne sont à égalité ni économique, ni sociale, ni culturelle pour venir en aide à leurs enfants et les guider. Notre école a échoué, pourquoi ferait-il mieux qu'elle ? Sans oublier que souvent les familles les plus démunies ne croient plus en l'école, pour assurer l'avenir de leur progéniture. En France, des enquêtes estiment à 100 000 le nombre des enfants en âge d'être scolarisés et qui ne le sont pas, et ce n'est pas un problème législatif. Enfin et surtout, pendant le confinement, les élèves à besoins particuliers ne disposaient plus des ressources humaines que l'école inclusive mettait à leur disposition dans les classes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.